Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique en infectiologie sur le Clostridium difficile. Tout d'abord, voici l'énoncé. Il s'agit de monsieur M, 60 ans, qui est admis aux urgences car il présente depuis 5 jours des ailes diarrhéiques non sanglantes et persistantes malgré un traitement symptomatique adapté. À l'examen clinique, la tension artérielle est normale et la température est de 39 degrés. Son bilan biologique rapporte des leucocytes à 13,9 Giga par litre et une CRP à 50 mg par litre, les autres paramètres étant normaux. Tout d'abord, il y a plusieurs mots-clés à retenir dans cet énoncé. On apprend qu'il s'agit d'un patient de 60 ans, il est relativement âgé, il est admis aux urgences et il présente depuis 5 jours des ailes diarrhéiques non sanglantes et persistantes malgré un traitement symptomatique adapté. On va donc appliquer la règle des 3 jours, c'est-à-dire que l'on va effectuer la recherche systématique de Clostridium chez les patients hospitalisés depuis plus de 3 jours. À l'examen clinique, on apprend que sa température est de 39 degrés Celsius, elle est légèrement élevée, on peut déjà à ce stade suspecter une infection. Par rapport à son bilan biologique, celui-ci rapporte des leucocytes à 13,9 Giga par litre, on peut donc déjà suspecter une infection bactérienne. La CRP étant élevée, elle peut nous conforter vers ce diagnostic. Concernant le reste de l'énoncé, dans ses antécédents, on retrouve une hypertension artérielle, une dystéroïdie et une sinusite traitée par amoxicilline il y a 15 jours. Il ne mentionne aucun voyage récent et aucun cas similaire n'est présent dans son entourage. Par rapport aux mots-clés, ici, dans cette partie de l'énoncé, c'est le traitement par l'amoxicilline il y a 15 jours. Il faut savoir que c'est un antibiotique à large spectre qui est responsable de plus de 25% des cas de diarrhée post-antibiotique. Par rapport aux questions, la première question, quel est le diagnostic le plus probable? Quels sont les examens permettant le diagnostic? Quelle est la prise en charge thérapeutique du patient? Expliquer le mécanisme de l'affection. Quelles sont les complications de cette affection? Par rapport à la correction, la première question, quel est le diagnostic le plus probable? On va suspecter une infection à Clostridium difficile. Plusieurs arguments nous orientent vers ce diagnostic. Tout d'abord, il y a les arguments cliniques. Dans notre cas, le patient avait une diarrhée de plus de 5 jours. C'était des selles diarrhéiques non sanglantes. Il s'agit donc d'un mécanisme non invasif. Ici, on est en présence d'un syndrome infectieux car il y a une hyperthermie à 39 degrés Celsius. Par rapport aux arguments biologiques, il y avait une hyperleucocytose. Pour rappel, le taux de globules blancs était de 13,9 Giga par litre, alors que les valeurs de référence sont comprises entre 4 et 10 Giga par litre. De plus, il y avait la CRP qui était élevée, car elle était supérieure à 5 mg par litre. Tout ceci nous évoque une infection bactérienne. Enfin, par rapport aux arguments épidémiologiques, il faut savoir que toute hospitalisation entraîne une augmentation du risque d'infection nosocomiale. Ici, suite à la prise de son antibiotique à large spectre. Par rapport à la deuxième question, quels sont les examens permettant le diagnostic? On va tout d'abord parler du prélèvement. Un petit rappel, celui-ci se fait sur les selles liquides uniquement. L'acheminement devra être rapide au laboratoire. La conservation se fera 6 heures à température ambiante ou 48 heures au frais maximum. Par rapport au prélèvement en tant que tel, on va fournir un kit au patient. De gauche à droite, on va d'abord lui donner des gants en latex qu'il pourra enfiler afin de réaliser le prélèvement. On va également lui fournir une cuillère à soupe propre avec laquelle il pourra prélever les selles si celles-ci sont liquides, un stylo pour renseigner l'heure, le nom, le prénom au niveau du contenant, également un contenant, un rouleau de pellicule plastique avec lequel il pourra recouvrir la cuvette des toilettes, également une spatule et un sac plastique de type Ziploc. Par rapport aux selles, il faut à tout prix qu'elles soient liquides, c'est pour ça que l'on va conseiller de récolter des selles allant du type 5 au type 7 selon l'échelle de Bristol, c'est-à-dire des selles les plus liquides possibles. Par rapport au prélèvement en tant que tel, sur l'étiquette du contenant, on y notera le nom du patient, le prénom, la date et l'heure du prélèvement. On va conseiller au patient de mettre des gants, de placer 2 feuilles de pellicule plastique sur le bol des toilettes en dessous du siège, bien sûr en laissant un jeu pour former une sorte de bol. Ensuite, le patient pourra utiliser la spatule fournie afin de prendre les selles. Si elles sont trop liquides, là il pourra utiliser la cuillère à soupe. Il pourra alors remplir le contenant entre 1 tiers et 2 tiers du pot.
Ensuite, fermer le couvercle et placer le contenant dans le sac plastique Ziploc fourni. Il pourra alors mettre le restant des sels au niveau de la toilette et jeter le bol ou la pellicule plastique à la poubelle. Il pourra bien sûr enlever ses gants et se laver les mains. Le sac sera alors à conserver au frigo. Une remarque importante, c'est que pour ce prélèvement, on ne peut pas utiliser de papier toilette car celui-ci contient du barium qui a une action antibactérienne. De plus, les sels ne doivent en aucun cas être en contact avec l'urine ni avec l'eau de la cuvette des toilettes car celles-ci peuvent contaminer le prélèvement. Ensuite, par rapport à l'examen direct, on va réaliser une coloration de grammes. Dans celle-ci, on observera des bacilles grammes plus sporulés. Ensuite, par rapport à la culture, celle-ci devra être faite à une température de 35 degrés durant 48 heures. Le milieu devra être en anaérobio, c'est-à-dire en absence d'oxygène. Plusieurs milieux peuvent être utilisés, tels que le milieu GSF, CCFA ou CDIF. Ici, on a par exemple le système Gaspac qui va permettre d'obtenir le milieu anaérobie. Et il est proposé par la firme Becton Dickinson. Cette firme propose deux solutions, soit la solution des conteneurs, soit la solution des poches dans lesquelles on peut glisser les milieux. Par rapport au milieu, donc on a le milieu CCFA, il s'agit d'un milieu enrichi, sélectif et différentiel, utilisé pour l'isolement et l'identification du Clostridium difficile. Ici, la base nutritive est constituée de peptones, animales et de fructose, le tout complété par la céphoxétine et la cyclocérine qui vont inhiber la croissance de la plupart des bactéries de la flore fécale normale. La cyclocérine va inhiber les bactéries gram négatives, alors que la céphoxétine inhibera à la fois les organismes gram positifs et les organismes gram négatifs. Il y a également un indicateur coloré, un indicateur de pH, c'est-à-dire qui est le rouge neutre. Ici, s'il y a présence de Clostridium difficile, on aura alors un passage de cet indicateur du rose orangé au jaune en raison des acides aminés utilisés par l'organisme qui vont augmenter le pH global, provoquant un changement de couleur de l'indicateur. Il y a également les milieux chromogéniques, CDIF, proposés par Biomérieux, dans lesquels on observera des colonies noires sur un fond grisâtre. Enfin, on aura les milieux GSF, dans lesquels on observera des colonies circulaires à bord irréguliers, de 3 à 5 mm de diamètre, non hémolytiques. Ici, les colonies vont présenter un aspect de verre frité à la loupe binoculaire, ainsi qu'une odeur caractéristique de crottin de cheval, due à la libération de crésolol. Par rapport au caractère biochimique, il y a la bactérie, elle sera oxydase négative et catalase négative. Ensuite, il y a les tests de détection. Ici, le plus utilisé, c'est le test à la glutamate déshydrogénase. Celui-ci peut se faire à l'aide de kits proposés par exemple par la firme Certest de la marque Biotech. Ici, il s'agit d'un test immunologique chromatographique coloré pour la détection qualitative de la glutamate déshydrogénase de Clostridium difficile dans les échantillons de sel. Ce test offre un dépistage simple et très sensible qui vont permettre de poser le diagnostic présomptif de l'infection à Clostridium difficile. Par rapport au mode opératoire, rapidement, on va d'abord retirer le bouchon du tube de prélèvement des sels, on va ensuite utiliser le bâtonnet pour prélever une quantité suffisante d'échantillons, ensuite on va l'introduire 4 fois dans 4 parties de l'échantillon de sel, en veillant à ce qu'à chaque fois, seule la vis du bâtonnet soit recouverte par l'échantillon. Dans les échantillons liquides, on pourra également ajouter 125 microlitres de sel directement dans le tube de recueillement. Ensuite, on va fermer le tube avec le diluant et l'échantillon de sel. On va bien l'agiter afin d'assurer une bonne dispersion de l'échantillon. On va également prendre le tube de recueil des sels, couper l'extrémité du bouchon et distribuer 3 gouttes au niveau de la fenêtre circulaire marquée par la lettre S. On va éviter, bien sûr, d'ajouter des particules solides avec le liquide. Enfin, on pourra lire le résultat au bout de 10 minutes. Voici les résultats auxquels on s'attend à avoir. Tout d'abord, le résultat en 1, il est négatif si l'on observe une bande verte. On peut alors conclure à l'absence d'infection par Clostridium difficile. En 2, le résultat est positif si l'on a une présence d'une bande verte et d'une bande rouge. Pour tout autre résultat, ceux-ci seront invalides. On pourra alors soit refaire le test,
ou bien on pourra considérer ce test comme négatif. Enfin, on a la recherche de toxines qui correspondent au diagnostic de confirmation. Ceux-ci se font à partir des colonies, car seules les souches toxinogènes sont pathogènes. On a tout d'abord le premier test, il s'agit du test de référence, également appelé le test Gold Standard. Il est très sensible et très spécifique, il s'agit du test de cytotoxicité. Alors celui-ci, pour ce faire, on va mettre en évidence l'effet cytopathogène des toxines par des changements morphologiques qu'elles induisent sur les cellules des différentes lignées cellulaires Vero, HELA, et les cellules HEP2 cultivées in vitro. Ici, on va observer alors une ballonisation des cellules que l'on peut observer à droite de l'image. L'inconvénient de cette technique est qu'elle est longue, elle demande une infrastructure de laboratoire adaptée à la culture cellulaire. Le deuxième test, il s'agit des tests immunoenzymatiques dans lesquels on va détecter les toxines A ou les toxines AB. Il s'agit également de tests immunochromatographiques sur membrane. Alors, ceux-ci peuvent se faire à l'aide de kits. Donc ici, c'est également proposé par la firme Biotech. Donc, on aura la détection de la glutamate déshydrogénase associée à la détection de la toxine A, associée elle-même à la détection de la toxine B. C'est également le même mode opératoire que pour le premier test. Ici, voici le résultat auquel on s'attend à avoir. Donc il faudra regarder les trois bandes. Le résultat est négatif si les trois bandes sont négatives. Ici, le résultat sera positif car on a trois bandes de témoins et trois bandes de contrôle. Ici, on a quelques cas particuliers qui peuvent être observés. Par exemple, dans ce premier cas, on aura la GDH qui sera positive et la toxine B positive. Il s'agit donc d'une infection à Clostridium difficile, sécréteur de toxine B. Ici, dans ce deuxième exemple, on voit que la GDH est négative et la toxine B est négative. Seule la toxine B est positive. Alors, deux choix s'offrent à nous. Soit on peut invalider le test et le refaire, ou bien on peut remettre comme résultat positif. Cependant, on va dire qu'on a uniquement retrouvé la présence de toxine A. Enfin, par rapport à la biologie moléculaire, elle se fait par PCR en temps réel, dans laquelle on peut révéler la présence des gènes TCDA qui va coder pour la toxine A, également appelée l'entérotoxine, le gène TCDB qui va coder pour la toxine B, également appelée cytotoxine B. On aura la détection des gènes CDTA et CDTB qui vont coder pour une toxine binaire. Également le TCDC qui correspond à une délétion en 117 sur le gène marqueur présomptif de la souche épidémique 027. Donc pour ceci, l'avantage c'est que ce sont des méthodes rapides qui durent moins de 2 heures et qui sont très sensibles. Par contre, elles ont une spécificité imparfaite du fait qu'elles détectent des souches toxinogènes indépendamment de l'activation des gènes, que ce soit in vivo ou in vitro. Il y aura donc alors un risque de faux négatif en cas de mutation des gènes TCDA et TCDB. Enfin, par rapport à la culture toxigénique, c'est la deuxième méthode gold standard pour la détection des Clostridium difficile. Le mode opératoire, c'est qu'on va tout d'abord réaliser une culture, on va ensuite identifier le Clostridium, ensuite on va évaluer le pouvoir toxinogène du Clostridium à l'aide d'un test, soit le test de cytotoxicité, le test immunoenzymatique ou bien une PCR. Il est donc conseillé de tester plusieurs colonies car il existe des co-infections avec des souches toxinogènes et non toxinogènes. L'avantage, il y en a plusieurs, c'est qu'on peut réaliser un antibiogramme, réaliser une surveillance de la résistance aux antibiotiques et effectuer un typage de la souche et de la détection de l'émergence de nouveaux clones. Les inconvénients, c'est que c'est une technique en 2 étapes. Comme dit plus tôt, il s'agit de la première étape de la culture et ensuite de la détection. C'est pour ça que cette méthode est également très longue. Elle dure entre 2 et 4 jours. Elle peut également mener, comme les autres techniques, à la détection de faux positifs par la détection de souches toxinogènes. Ensuite, en pratique, on va utiliser un algorithme. Par exemple, cet algorithme proposé par
la biologiste Luce Bertaiola à Fribourg en 2015. Ici, voici l'algorithme. Alors, on a tout d'abord le test de screening, la détection de la glutamate déshydrogénase. Si celle-ci est négative, on va conclure à l'absence d'une infection. Si celui-ci est positif, on va alors mener les explorations complémentaires. On va alors réaliser le test de référence ou une PCR. Si celui-ci est positif, il y aura alors une infection confirmée. S'il est négatif, il y aura alors l'absence d'infection. On peut également réaliser la recherche de la toxine par test immuno-enzymatique. Si celui-ci est positif, on pourra confirmer l'infection. Si celui-ci est négatif, on va alors réaliser une PCR qui pourra oui ou non confirmer l'infection. Quelle est la prise en charge thérapeutique? La prise en charge, il y a plusieurs options de prise en charge. Tout d'abord, il y a l'hospitalisation. Donc, on va respecter des précautions d'hygiène, bien évidemment. On pourra par exemple faire un isolement contact du patient tant qu'il sera symptomatique. Cet isolement, on pourra par exemple le mettre en chambre seule, en limitant les déplacements, en réalisant une protection du personnel, un renforcement des mesures d'hygiène. Les deuxièmes méthodes de prise en charge, c'est par exemple le traitement, soit à l'aide d'une antibiothérapie adaptée et associée à un traitement symptomatique. Donc ici, voici un algorithme décisionnel. En cas de portage de Clostridium difficile, si celui-ci est asymptomatique, il n'y aura pas de traitement. Si celui-ci est symptomatique, on va tout d'abord proposer un arrêt du traitement antibiotique, car on observe dans la majorité des cas une guérison en déant les 2-3 jours. S'il y a une absence de guérison ou l'impossibilité d'arrêt de l'antibiothérapie, on va alors réaliser une antibiothérapie associée anti-Clostridium difficile. Celle-ci sera basée selon le score de gravité. Ici, voici ce score. Il contient plusieurs critères. Tout d'abord, en fonction de l'âge, la température, l'albumine sérique, les globules blancs ou la preuve endoscopique d'une colite pseudomembraneuse. Dans notre cas, pour exemple, il s'agissait d'un patient de plus de 60 ans avec une température de 39 degrés. Et on avait également la preuve d'une colite pseudomembraneuse. Le score est donc de 4. Alors voici la conduite à tenir en fonction de ce score. Si celui-ci est inférieur à 2, on va utiliser un traitement à base de métronidazole. S'il est supérieur à 2, de vancomycine. S'il est associé à une complication, il y aura alors de la métronidazole associée à la vancomycine. Dans notre cas, le score était égal à 4, sans complication. On va donc prescrire de la vancomycine par voie orale pendant 10 à 14 jours. Le tout sera bien sûr associé au traitement symptomatique qui comportera la réhydratation, l'administration de probiotiques, la renutrition. Bien sûr, il faudra à tout prix éviter les ralentisseurs du transit car ceux-ci peuvent accentuer l'infection. On pourra également réaliser la transplantation de microbiote fécal. Par rapport à la dernière étape de la prise en charge, il s'agit d'une notification au centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales. Expliquer le mécanisme de l'affection, il est relativement simple. Au tout début, on a un déséquilibre de la flore intestinale suite au traitement antibiotique chez notre patient. On aura alors une contamination par Clostridium difficile toxinogène. Cette contamination se fait soit par voie orofécale ou à l'aide ou par directement des germes de Clostridium difficile. On aura alors une colonisation de cette muqueuse intestinale, suivie par la sécrétion de toxines, en l'occurrence les toxines A et les toxines B. Enfin, on aura l'apparition de diarrhée non sanglante. Par rapport aux complications de cette infection, la complication la plus fréquente, il s'agit de la colite pseudomembraneuse à Clostridium. Ici, on aura la présence d'une diarrhée abondante et liquide, associée à des fièvres et des douleurs abdominales. Ici, on observe un aspect endoscopique d'une colite pseudomembraneuse. On aura alors la formation d'amas jaunâtres qui sont faits de fibrines, de leucocytes, de débris musculaires, de débris tissulaires et de mucus. Par rapport aux dernières complications, on a par exemple le mégacolon toxique. Pour rappel, il s'agit d'une dilatation aiguë du côlon due à la présence de gaz ou de liquide en excès, qui peut mener à la perforation de la paroi intestinale. On aura également les ileus qui correspondent à des occlusions intestinales qui vont se manifester par un arrêt anormal du transit des gaz et des sels. Il faut savoir qu'il y a une récidive chez 30% des patients dans les 2 mois qui suivent l'infection.
Par rapport à mes références utilisées, j'ai utilisé principalement le MICbook, la 3e édition. J'ai également utilisé le livre de bactériologie médicale, qui prend en compte toutes les techniques usuelles de diagnostic. Et enfin, les cas cliniques en infectiologie des éditions de Prépa Pharma. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu. Merci beaucoup.